Quand les gens pensent aux Aztèques, ils imaginent des temples dorés, des guerriers épiques et la magie du calendrier. Mais la vraie action, elle se trouve dans les trucs bizarres qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Comme pourquoi des hommes adultes se déguisaient en oiseaux pour mourir volontairement, ou comment verser du sang était en gros une tâche quotidienne sur la liste des choses à faire. Derrière les pyramides étincelantes se cachait une société fonctionnant selon des règles qui semblent avoir été inventées pendant une insolation. Et pourtant, ça marchait. Alors accrochez? Non, attendez. Préparez-vous mentalement, parce que voici 33 des faits les plus hallucinants, consternants et follement divertissants sur l'Empire aztèque. 1. Alors, vous êtes un parent aztèque, et vous êtes un peu à court d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez un petit boulot à côté? Non. Vous allez au marché du coin et vous vendez votre gamin. Je ne plaisante pas. C'était en gros la version aztèque de Le Bon Coin, mais pour votre progéniture. Mais voilà le côté vraiment américain du truc. Ça venait avec une politique de retour. Si vous touchiez soudainement le jackpot en grattant un ticket, vous pouviez retourner là-bas illico et racheter votre enfant. C'était comme un service de location humaine à long terme. Et attendez la suite. Si la nouvelle famille maltraitait le petit Timmy Tepal, vous pouviez vous plaindre à la direction, obtenir un remboursement intégral, c'est-à-dire récupérer votre enfant gratuitement. Et le nouveau propriétaire violent pouvait lui-même finir réduit en esclavage. C'est la garantie satisfaction client la plus dingue de l'histoire, pour un produit que vous avez littéralement créé vous-même. 2. Tout le monde veut des dents d'un blanc éclatant, pas vrai? Nous avons les bandes blanchissantes, les brosses à dents électriques sophistiquées et les dentistes qui facturent une fortune. Les Aztèques avaient une solution différente, à la fois bio, locale et absolument dégoûtante. Leur bain de bouche de prédilection, c'était de l'urine. Pas n'importe quelle urine, mais de l'urine vieillie, fermentée, qui avait traîné assez longtemps pour devenir bien corsée. Ils la récoltaient, laissaient l'ammoniac se concentrer jusqu'à atteindre un niveau quasi militaire, puis ils se gargarisaient avec, tout simplement. Dans leur esprit, ils utilisèrent de la chimie avancée pour désinfecter leur bouche. En réalité, ils faisaient tourner dans leur bouche leurs propres déchets recyclés. Alors, la prochaine fois que vous vous plaignez du goût mentholé du Listerine, soyez simplement reconnaissant que votre routine matinale n'implique pas un pichet de ce que Gérard de la Conta a laissé derrière lui la semaine dernière. 3. Vous trouvez que la saison des festivals dérape de nos jours? Les Aztèques se moqueraient de nos petits rassemblements bien sages. Leur idée d'une fête de folie impliquait de se défoncer complètement avec du poison de crapaud. Le crapaud buffle possède des glandes qui sécrètent un puissant hallucinogène. Et les Aztèques en étaient totalement fans. Ce n'était pas un procédé raffiné. Soit ils léchaient carrément le crapaud, ce qui est une phrase que j'ai du mal à croire historiquement exacte, soit ils raclaient la substance, la séchaient et la fumaient. Oubliez le microdosage, c'était le voyage du héros, version originale. C'était la démonstration de force ultime en soirée. Risquer une mort douloureuse et convulsive juste pour voir de jolies couleurs et discuter avec un dieu serpent à plumes. À côté, descendre des shooters de Fireball ressemble à un choix de vie responsable. 4. Nous connaissons tous ce couple toxique sur les réseaux sociaux, celui qui se sépare et se remet ensemble sans arrêt. Les Aztèques avaient une solution infaillible pour ce genre de drame, la peine de mort. On pouvait divorcer, aucun problème. Les tribunaux vous écoutaient, mais si, par la suite, vous et votre ex décidiez de retenter le coup, si vous vous traîniez l'un vers l'autre pour vous remarier, le gouvernement vous faisait exécuter tous les deux. Point final. Pas de deuxième chance pour votre deuxième chance. C'était la politique ultime imposée par l'État du « plus jamais, jamais, jamais nous ne nous remettrons ensemble ». Le service RH aztèque des relations amoureuses n'avait qu'un seul formulaire, et c'était votre arrêt de mort. C'est un moyen sacrément efficace de s'assurer que quand vous rompez, c'est vraiment ce que vous voulez. 5. Oubliez la musique apaisante, les exercices de respiration et l'éclairage tamisé. Quand une femme aztèque accouchait, la salle de travail se transformait en plateau de tournage d'un film de Rambo. Le rôle de la sage-femme consistait à se comporter comme un sergent instructeur hurlant qui vient de trouver de la contrebande dans votre couchette. Elle se collait au visage de la future mère
et se mettaient à pousser des cris de guerre féroces, harcelant littéralement le bébé pour qu'il sorte. L'ensemble était présenté comme une bataille. La mère était une guerrière capturant un nouveau citoyen pour l'Empire. Si elle mourait, elle avait droit à des funérailles de guerriers. C'est la mission de coach motivationnel la plus intense de tous les temps. Imaginez essayer d'expulser un être humain pendant qu'une petite grand-mère furieuse vous hurle « Donnez-moi 20 cm de dilatation de plus, larve ». 6. Celui-ci est peut-être le fait le plus stupide de toute l'histoire de l'humanité. Les Aztèques savaient ce qu'était une roue. Ils en comprenaient parfaitement la physique. Les archéologues ont retrouvé des jouets de leurs enfants, de petits chiens et jaguars à tirer, équipés de roues parfaitement fonctionnelles. Alors qu'ont fait ces ingénieurs de génie avec cette technologie révolutionnaire? Ont-ils construit des charrettes, des chars? Quoi que ce soit pour faciliter le transport de pierres géantes de plusieurs tonnes destinées à leurs pyramides? Non. Ils l'ont gardé au rayon jouets. Du coup, vous aviez des petits-enfants aztèques qui faisaient rouler leurs animaux en bois pendant que leur père traînait d'énormes blocs d'obsidienne, en haut d'une rampe sur leur dos, comme de vrais hommes des cavernes. C'est comme inventer le smartphone et ne l'utiliser que comme 2 sous de verre. Le niveau d'inefficacité est juste, magnifiquement stupide. 7. Les Aztèques avaient un sport appelé Olamalistli, et c'était en gros du pong de la mort. La balle pesait 4 kg de caoutchouc massif et se déplaçait comme un boulet de canon. Le but était de frapper cette chose à travers un anneau de pierre, placé en hauteur sur un mur, en utilisant uniquement les hanches, les cuisses ou les coudes. Être touché par la balle pouvait provoquer des hémorragies internes massives ou tout simplement vous tuer sur le coup. Mais voici le meilleur. Parfois, le prix réservé au capitaine de l'équipe gagnante, c'était d'être honorablement sacrifié aux dieux. Laissez ça infuser un instant. Vous jouez le match de votre vie, vous êtes le héros, le meilleur joueur, et votre récompense, c'est de vous faire arracher le cœur encore battant devant une foule en délire. C'est un sport où aucune issue n'est favorable. Soit vous perdez, soit vous êtes mutilé pendant le match, soit vous gagnez et on vous assassine. 8. Vous connaissez ce moment gênant où vous devez éternuer dans une salle plongée dans un silence de mort? Les Aztèques ont pris cette anxiété sociale et l'ont poussée à un niveau mortel. Si vous rendiez visite à un malade et que vous laissiez échapper un éternuement, c'était considéré comme une condamnation à mort surnaturelle pour lui. Il n'y avait pas de « Gesundheit » ni de « à vos souhaits ». Un éternuement signifiait que les dieux avaient regardé d'en haut, avaient dit « non, il est fichu ». Et votre éternuement n'était que l'email de confirmation céleste. Imaginez la pression. Vous essayez d'être un ami présent, vous tenez la main de votre copain malade et vous sentez ce chatouillement dans votre nez. Vous vous seriez probablement cassé le nez vous-même en essayant de le retenir, parce qu'un peu de sang, c'est bien mieux que d'être le gars qui a littéralement éternué son ami vers l'au-delà. 9. Les Aztèques avaient les lois sur l'alcool les plus bizarres de la planète. Si vous étiez jeune et qu'on vous attrapait ivre en public, c'était un aller simple vers une humiliation publique, le crâne rasé, voire être battu à mort. Mais si vous réussissiez à survivre à leurs sports mortels, à leurs drogues festives empoisonnées et à leur médecine douteuse pour atteindre le bel âge de 70 ans, félicitations! Vous veniez de débloquer le succès ultime, le droit légal de vous saouler complètement et sans la moindre excuse, quand bon vous semblait. La loi disait en gros qu'une fois les 70 ans atteints, vous étiez un trésor national qui avait mérité le droit d'être une nuisance publique. C'était un plan de retraite approuvé par le gouvernement dont le seul avantage était de pouvoir boire du pulque à la lance à incendie jusqu'à oublier dans quel siècle on se trouvait. Respectez vos aînés, parce que grand-père Netzahualcoyotl est sur le point de faire un poirier sur un fût de bière. 10. Vous croyez que votre coupe au bol du collège était horrible? Les Aztèques ont institutionnalisé les coupes de cheveux atroces en tant que politique publique. Les jeunes hommes fréquentant les écoles Telpochcali, qui étaient destinées au peuple, étaient soumis à une coupe de cheveux obligatoire, délivrée par le gouvernement, spécifiquement conçue pour être laide. C'était une longue mèche de cheveux, à l'arrière du cou, le reste de la tête étant rasé. Ça avait l'air ridicule, et c'était précisément le but. C'était un programme financé par l'État pour détruire la vanité avant même qu'elle ne puisse naître.
Imaginez toute une génération de jeunes hommes se promenant avec l'air de s'être battus contre une tondeuse à gazon et d'avoir perdu. Il ne s'agissait pas d'éducation. Il s'agissait de s'assurer que personne ne puisse devenir trop beau et perturber l'ordre social. Votre esprit ne pouvait pas être brisé si votre coiffure l'était déjà. 11. La culpabilité catholique n'a rien à envier aux Aztèques. Ils avaient une déesse nommée Tlazolteotl, et son super pouvoir divin consistait littéralement à dévorer vos péchés. Ce n'était pas une métaphore. Une seule fois dans toute votre vie, vous pouviez aller voir son prêtre, confesser chaque chose horrible et dépravée que vous aviez jamais faite, et la déesse se repaissait de votre crasse morale, vous laissant pur comme la neige fraîchement tombée. C'était un buffet spirituel à volonté, valable une seule et unique fois. Il fallait accumuler tous vos mensonges, vos tromperies et vos vols pour une confession épique et purificatrice. Moi, je veux juste savoir quel goût a le péché. L'adultère est-il épicé? Le blasphème a-t-il des notes boisées en finale? C'est le code triche divin ultime qui vous permet de vivre comme un parfait dépravé, puis d'effacer l'ardoise d'un seul repas cosmique. 12. Imaginez que vous êtes un général aztèque. Vous avez passé des mois à entraîner des milliers de guerriers d'élite. Ils sont surexcités. Ils sont peints pour la guerre. Ils se tiennent aux portes d'une cité ennemie, prêts à conquérir et à capturer des prisonniers pour le dieu soleil. La tension est immense. Et puis, depuis un arbre voisin, un hibou fait « Ouh !» Et vous, le général, vous levez les bras au ciel. Bon, tout le monde, on remballe. Le hibou a dit non. L'ambiance est plombée. C'est réellement arrivé. Des campagnes militaires, des invasions entières ont été annulées à cause d'un cri d'oiseau mal tombé. L'ennemi devait être complètement perplexe, en voyant une armée entière faire demi-tour et repartir à cause d'un oiseau nocturne. La stratégie militaire aztèque ne reposait pas sur la tactique ou le nombre. Elle reposait sur l'apaisement d'un univers apparemment dirigé par un comité d'animaux extrêmement lunatique. 13. Selon le récit de la création aztèque, les dieux tenaient en gros une boulangerie divine qui n'arrêtait pas d'échouer au contrôle sanitaire. Leur première tentative pour fabriquer des humains fut à base de boue, mais ils se dissolvaient sous la pluie, un fiasco total. La fournée suivante était en bois, mais ils étaient raides, stupides et sans âme. Alors, pour leur troisième et dernière tentative, les dieux utilisèrent le meilleur matériau à leur disposition, la pâte de maïs. Parfaitement. Les humains sont littéralement des tortillas de maïs qui marchent et qui parlent. Nous sommes le résultat réussi d'une émission de cuisine cosmique. Cela explique tout. Pourquoi aimons-nous tant les chips et la salsa? C'est un instinct primordial. Nous renouons avec la pâte de nos ancêtres. Cela signifie aussi que les dieux ont regardé un tas de farine de maïs et ont dit « Ouais, je peux fabriquer avec ça un truc qui s'inquiète pour ses impôts. » 14. Dans la société moderne, nous dépensons des fortunes en lentilles de contact et en chirurgie laser pour corriger notre vue. Les Aztèques ont pris la direction exactement opposée. L'un de leurs critères de beauté les plus élevés était de loucher. C'était considéré comme si noble et si séduisant que les parents essayaient activement de le provoquer chez leurs enfants. Ils suspendaient des perles et de petits colifichets entre les yeux de leur bébé, espérant désespérément dérégler définitivement leur alignement oculaire. Regarde le joli objet brillant, mon chou. Un peu plus à gauche. Parfait. Maintenant, tu es un 10 sur 10. C'est un monde où la capacité à regarder son propre nez était considérée comme le summum de l'élégance. Chaque portrait de famille devait ressembler à un concours pour voir qui pouvait regarder dans le plus de directions à la fois. C'est la beauté, mais avec un mal de tête permanent. 15. Le panthéon aztèque regorgeait de personnages extravagants, mais la tête d'affiche était un dieu nommé Tezcatlipoca, un nom qui signifie « miroir fumant », et il prenait ce nom très littéralement. Ce dieu tout-puissant de la nuit, du destin et de la sorcellerie était représenté avec l'un de ses pieds entièrement remplacé par un miroir d'obsidienne polie. Pas une épée jambe stylée ni un canon laser en guise de jambe. Un pied miroir. Comment se déplaçait-il d'ailleurs? Est-ce qu'il sautillait? Est-ce qu'il avait tout simplement la claudication la plus terrifiante de l'univers? C'est la prothèse la moins pratique qu'on puisse imaginer pour une divinité.
Elle combine la puissance cosmique avec la crainte constante et lancinante de se cogner le divin orteil miroir contre une table basse céleste et de voler en 1 million de morceaux. C'est la preuve que même les dieux peuvent faire des choix vestimentaires douteux. 16. Nous connaissons tous quelqu'un qui prend ses limites de propriété un peu trop au sérieux. Les Aztèques ont poussé la chose à un niveau qui ferait passer votre voisin grincheux pour un hippie décontracté. Leur loi sur la propriété était simple. Si vous déplaciez la borne en pierre ou le piquet de clôture qui séparait votre terrain de celui de votre voisin, la punition était la mort. Il n'y avait ni procès, ni discussion polie par-dessus la clôture. Tu touches à la limite, tu perds la vie. C'est la politique ultime du dégage de ma pelouse. Cela devait donner des barbecues de voisinage incroyablement tendus. Hé, Axaya Carl, ton maïs a fière allure cette année. Au fait, si tu oses ne serait-ce que penser à déplacer cette pierre de 15 cm, ma famille dansera sur ta tombe demain. Tu me passes le guacamole? 17. Chaque culture a son mets bizarre. Les Français ont les escargots, les Écossais ont le haggis. Les Aztèques regardèrent leur lac immaculé en se disant « Vous savez ce qui a l'air délicieux? L'écu à la surface et les bestioles qui flottent dedans. » L'un de leurs aliments les plus prisés était l'ahuautl, affectueusement surnommé caviar de lac. Mais ce n'était pas des œufs de poisson. C'étaient les œufs de mouches aquatiques et d'autres insectes d'eau douce minutieusement récoltés sur les roseaux le long du rivage. Ils collectaient ces minuscules œufs, les faisaient sécher, puis les façonnaient en petites galettes ou boulettes. Imaginez être le premier gars à proposer cette idée. Bon, écoutez-moi bien. On gratte les œufs de mouche des roseaux du marécage, on les écrase en une brique riche en nutriments et on appelle ça un mets raffiné. C'est l'équivalent culinaire de transformer de l'écume de mare en expérience gastronomique. Ce n'était pas un aliment de survie. C'était une friandise très recherchée, prouvant que le marécage infesté d'insectes de l'un est l'entrée 5 étoiles de l'autre. 18. La police de la mode dans l'Empire aztèque ne se contentait pas de vous donner une amende. Elle vous condamnait à mort. Dans leur société profondément hiérarchisée, les vêtements n'étaient pas une question de style personnel. C'était un uniforme social rigide, et la règle la plus strictement appliquée concernait le coton. Seuls les nobles et les guerriers de haut rang avaient le droit de porter des vêtements en coton doux et confortable. Si vous étiez un roturier, un masewali, vous étiez condamné aux fibres rugueuses et irritantes de la plante de maguey. Si vous osiez enfreindre cette règle, si un simple paysan décidait de s'offrir un confortable pagne en coton, la punition était la mort. C'était un crime capital que d'être trop à l'aise. Imaginez vivre dans un monde où porter le mauvais tissu pouvait vous coûter la vie. C'est l'exemple ultime de « habillez-vous pour le poste que vous convoitez » qui tourne horriblement, horriblement mal. 19. Si vous pensez que les gens surréagissent de nos jours, vous n'avez encore rien vu comparé aux Aztèques lors d'une éclipse. Pour eux, une éclipse solaire n'était pas un événement astronomique sympa. C'était un véritable spectacle d'horreur cosmique. Ils croyaient que le Soleil était dévoré par un monstre du ciel et que cela pouvait annoncer la fin de l'univers tout entier. Une panique générale éclatait dans les rues. Les femmes enceintes se cachaient à l'intérieur, terrifiées à l'idée que l'obscurité transforme leur bébé à naître en souris. Les gens criaient, pleuraient et frappaient sur des tambours pour tenter d'effrayer le monstre. Et le plus troublant, ils intensifiaient les sacrifices humains, offrant frénétiquement des cœurs aux dieux dans une tentative désespérée de convaincre le soleil de revenir. C'était un effondrement collectif organisé à l'échelle nationale pour quelque chose que nous regardons aujourd'hui avec de simples lunettes en carton. Toute leur civilisation n'était qu'un mauvais événement céleste d'un effondrement psychologique total. 20. L'armée aztèque possédait l'une des armes les plus terrifiantes du monde antique, le macuahuitl. Il ressemblait à une gigantesque batte de cricket en bois, hérissée de lames d'obsidienne tranchantes comme des rasoirs. De près, il pouvait infliger des blessures horrifiantes, capables de décapiter un homme ou même un cheval. Cela semble terriblement efficace, n'est-ce pas? Eh bien, il avait un petit défaut de conception tout à fait catastrophique. L'obsidienne est en fait du verre volcanique. Elle est incroyablement tranchante, mais aussi incroyablement fragile.
Ainsi, si le premier coup était dévastateur, les lames se brisaient souvent à l'impact contre une armure ou un os ennemi. Cela signifiait que leur épée légendaire était essentiellement un coup unique sans lendemain. On avait droit à un bon coup, et ensuite on se retrouvait avec une lourde massue sans lame dans les mains. C'était une arme qui était à la fois une terrifiante machine à tuer et un objet jetable bon pour la poubelle. 21. Oubliez l'idée de donner à votre enfant un prénom tendance comme Aiden ou Sophia. Les parents aztèques avaient un système de dénomination qui donnait l'impression qu'ils choisissaient un mot de passe pour leur Wi-Fi. De nombreux enfants étaient nommés d'après le jour de leur naissance dans le calendrier rituel de 260 jours. Ce calendrier combinait un nombre de 1 à 13 avec l'un des 20 signes de jour, comme lapin, roseau, silex ou singe. Il en résultait une société remplie de gens portant des noms comme 7 cerfs, un lapin ou 12 lézards. Imaginez essayer de gronder votre enfant. Un lapin, si tu ne ranges pas ta chambre tout de suite, tu es privé de sortie pendant une semaine. Cela signifiait aussi que n'importe quel jour donné, des milliers de personnes fêtèrent leur anniversaire en même temps. C'est une façon magnifiquement systématique et profondément impersonnelle de nommer sa progéniture, transformant les enfants en rendez-vous de calendrier ambulants et parlants. 22. Nous avons déjà établi que porter le mauvais tissu pouvait vous coûter la vie. Mais la police de la mode aztèque ne s'arrêtait pas au torse. Elle allait jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à vos pieds. Les sandales, ou cactli, étaient elles aussi strictement réglementées selon le statut social. L'empereur et la plus haute noblesse portèrent des sandales en or ornées de pierres précieuses et de peaux de jaguar. Les nobles de rang inférieur avaient droit à des versions moins raffinées. Et le peuple, alors? Il avait droit à de simples sandales en fibre, ou, le plus souvent, marchait tout simplement pieds nus. Si un roturier était surpris à porter des sandales au-dessus de son rang, même si elles étaient juste légèrement plus belles que ce qu'autorisait la réglementation, cela pouvait être considéré comme un acte de trahison. La sanction, vous l'avez deviné, la mort. Dans le monde aztèque, votre vie entière pouvait être perdue parce que vous aviez décidé d'arborer des chaussures un peu trop élégantes pour votre classe sociale. 23. Tenochtitlan était un incroyable exploit d'ingénierie, une immense cité bâtie sur un lac avec des canaux en guise de rue. Mais quand on a une ville sur l'eau et une population de plus de 200 000 habitants, on se retrouve face à un sérieux problème d'assainissement. Leur solution était ingénieuse, pratique et tout à fait bizarre. Des toilettes publiques en canoë. Des hommes en canoë pagayaient à travers les canaux de la ville, faisant essentiellement office de service de vidange mobile. Si vous aviez un besoin pressant, vous n'aviez qu'à en héler un comme un taxi flottant, faire vos besoins dans un récipient à bord de l'embarcation, et il repartait en pagayant vers un point de collecte. Les déchets collectés n'étaient pas jetés. C'était une marchandise précieuse vendue aux agriculteurs comme engrais. Ainsi, les Aztèques n'ont pas seulement inventé les toilettes flottantes, mais aussi un système parfaitement durable et en circuit fermé de recyclage des déjections humaines. C'est à la fois brillant et profondément dérangeant. 24. Parfois, les Aztèques se lassèrent d'attendre qu'une véritable guerre éclate pour obtenir les victimes sacrificielles dont leur dieu avait besoin. Leur solution s'appelait la guerre fleurie, ou Xochitl. Il s'agissait de batailles rituelles organisées à l'avance entre la triple alliance aztèque et leurs ennemis, comme les Tlaxcaltèques. Les règles étaient fixées au préalable, presque comme une compétition sportive mortelle. L'objectif principal n'était pas de conquérir un territoire ou d'anéantir l'ennemi. Il s'agissait spécifiquement de capturer des guerriers ennemis vivants afin de les ramener à Tenochtitlan et de leur arracher le cœur lors d'une cérémonie. C'était une guerre avec des quotas. Imaginez un général briefant ses troupes. « Bon les gars, on n'essaie pas de gagner aujourd'hui. On a juste besoin de capturer environ 50 types pour la grande fête du dieu soleil la semaine prochaine. Essayez de ne pas trop les abîmer, on les veut en bon état pour la cérémonie. En avant !» 25. Assister à une fête religieuse dans l'Empire aztèque n'était pas facultatif, et votre humeur non plus. Lors de leurs très nombreuses fêtes, qui impliquaient encore souvent des jours de festins, de danse et de sacrifices humains à regarder, il était obligatoire pour tout le monde d'être joyeux. Montrer de la tristesse, de l'ennui
ou quoi que ce soit de moins qu'une joie extatique était considéré comme une grave insulte envers les dieux honorés. C'était une bonne humeur imposée par l'État. Pensez à la pression. Vous regardez un prêtre brandir un cœur encore battant et vous devez afficher un immense sourire plaqué sur le visage en criant « C'est génial, je m'amuse tellement ». C'est comme être à un séminaire de cohésion d'entreprise, mais avec un nombre de morts nettement plus élevé. Il fallait faire la fête comme si votre vie en dépendait, parce que de manière très concrète, c'était probablement le cas. 26. Nous avons déjà évoqué la relation compliquée des Aztèques avec l'alcool, mais soyons parfaitement clairs sur ce qui était en jeu. Pour le jeune citoyen ordinaire, il n'existait absolument aucune règle 3 avertissements en cas d'ivresse publique. Il n'y avait qu'une règle du premier avertissement. Si vous étiez un homme du peuple et que vous étiez pris en état d'ébriété pour la toute première fois, la punition était souvent la mort, généralement par lapidation ou par passage à tabac sur la place publique. C'était la politique de tolérance zéro par excellence. Il n'y avait pas de « je fêtais juste une promotion » ni de « c'était un mardi difficile ». Une seule mauvaise soirée pouvait littéralement être votre dernière soirée. Pendant ce temps, les nobles bénéficiaient d'un peu plus d'indulgence. Pour leur première infraction, ils risquaient seulement de voir leur maison démolie et de perdre tous leurs titres. C'était une société où la gueule de bois n'était pas la pire conséquence d'un excès de boisson. 27. Chaque culture aime se croire spéciale, mais les Aztèques ont poussé cela à un niveau cosmique d'arrogance. Ils ne croyaient pas simplement que leur capitale, Tenochtitlan, était le centre de leur empire. Ils croyaient qu'elle était littéralement le centre de l'univers tout entier. Ils l'appelaient l'Axis Mundi, le nombril du monde, le point où les cieux, la terre et le monde souterrain se rejoignaient. Leur grand temple, le Templo Mayor, n'était pas qu'un simple bâtiment. C'était le moteur sacré qui maintenait le cosmos en marche. Cette vision du monde signifiait que tout ce qui se passait en dehors de leur cité n'était qu'un bruit de fond dans leur grand drame universel. C'est le genre de confiance suprême que l'on ne peut avoir que lorsqu'on croit sincèrement que le soleil ne se lèvera pas à moins de s'en assurer personnellement. Cela fait passer les New-Yorkais qui pensent que le monde s'arrête à l'Hudson River pour des modèles d'humilité. 28. Oubliez les facettes dentaires et le blanchiment des dents. Le summum de la mode dentaire aztèque consistait à se faire tailler les dents en pointe comme celles d'un piranha, puis à les faire orner de pierres précieuses. Ce n'était pas une pratique réservée à quelques individus excentriques. C'était une forme de modification corporelle répandue et respectée, en particulier chez les guerriers d'élite et les nobles. Un artisan qualifié, essentiellement un proto-dentiste, avec un talent de joaillier, utilisait une perceuse pour limer les dents, puis incrustait habilement de petits disques de jade, de turquoise ou de pyrite directement dans l'émail. L'effet recherché était un sourire à la fois éblouissant de beauté et absolument terrifiant. C'était une façon d'afficher sa richesse et sa férocité chaque fois que l'on ouvrait la bouche. C'est une déclaration de mode audacieuse qui dit « Je suis riche, mais je suis aussi capable de vous mordre ». 29. On considère les bars à smoothie comme une invention moderne, un endroit où l'on mixe du choucal et de l'herbe de blé en une bouillie saine. Les Aztèques nous avaient largement devancés sur le front de la bouillie. Un élément clé de leur alimentation, surtout pour le peuple, était quelque chose appelé tequitlatl. Cela se traduit par excrément de pierre, mais il s'agissait en réalité de spiruline, une algue bleu-vert qui formait une épaisse écume à la surface de leur lac. Ils écumaient cette substance gélatineuse riche en protéines à l'aide de filets, la séchaient en galettes verdâtres, puis la mélangeaient avec des ingrédients comme des tomates et du piment pour en faire une sorte de smoothie ou de sauce primordiale. C'était incroyablement nutritif, bourré de protéines et de vitamines. Mais il faut admirer le courage de la première personne qui a regardé une mare verte et visqueuse en se disant « Je vais manger ça ». 30. Dans le monde aztèque, vos émotions pouvaient littéralement vous tuer. Ils avaient une affection médicale reconnue, appelée tlazocamia, qui était essentiellement la mort par tristesse ou mal d'amour. Si une personne subissait un grand choc émotionnel, comme la perte d'un être cher ou un rejet amoureux brutal, on croyait que son cœur pouvait littéralement se briser de chagrin, la faisant dépérir et mourir. Les médecins aztèques ne vous disaient pas simplement de passer à autre chose.
Ils traitaient cela comme une maladie légitime et souvent mortelle. Ce n'était pas seulement un cœur brisé au sens poétique. C'était une affection diagnosticable et terminale. C'était un monde où se faire poser un lapin à un rendez-vous pouvait potentiellement figurer sur votre certificat de décès comme cause officielle de la mort. 31. Les Aztèques entretenaient une relation compliquée avec l'Axolotl, ce Pokémon grandeur nature qui vivait dans les lacs autour de Tenochtitlan. D'un côté, ils le vénéraient. Sous la mythologie, le dieu Xolotl s'était transformé en Axolotl pour échapper au sacrifice. La créature était donc littéralement un dieu déguisé. De l'autre côté, il les mangeait. Les axolotls, ainsi que les grenouilles et les poissons, faisaient régulièrement partie de l'alimentation aztèque. Il les faisait rôtir et les mangeait avec du maïs, un peu comme un taco divin. Imaginez la dissonance cognitive. Vous mangez un animal dont vous croyez simultanément qu'il est une divinité sacrée qui se trouve simplement être délicieuse. C'est comme si vous trouviez Jésus et que votre première pensée était « Je parie qu'il serait délicieux avec un peu de sel et de citron vert ». 32. L'échelle de carrière militaire aztèque avait un premier échelon très simple et très violent. Pour passer du statut de simple soldat à l'obtention d'un quelconque rang ou prestige, il fallait accomplir une seule chose, capturer un prisonnier ennemi au combat. C'est tout. Toute votre promotion reposait sur votre capacité à maîtriser un guerrier ennemi et à le traîner vivant jusqu'à vos lignes. Peu importait le nombre d'ennemis que vous tuiez. Tuer, c'était bien, mais ça ne vous faisait pas monter en grade. L'Empire avait besoin de corps vivants pour ses cérémonies sacrificielles. Cela créait une dynamique de champ de bataille pour le moins étrange, où les guerriers se souciaient moins de gagner la guerre que de jouer à ce jeu de chat violent aux enjeux colossaux. C'était l'évaluation de performance ultime, où le succès signifiait une promotion et l'échec signifiait que c'était probablement vous qui alliez être capturé. 33. La plupart des gouvernements cherchent à prévenir la panique collective. Les Aztèques, en revanche, l'inscrivaient au calendrier officiel de l'État. Tous les 52 ans, ils organisèrent la cérémonie du feu nouveau, qui était essentiellement une crise de panique organisée à l'échelle nationale. Ils croyaient que c'était le moment où un grand cycle cosmique prenait fin, et que les dieux pouvaient tout simplement décider de ne pas en lancer un nouveau, plongeant l'univers dans les ténèbres éternelles et permettant à d'effroyables démons étoiles de descendre pour dévorer tout le monde. En préparation, chaque feu de l'Empire était éteint. Les familles brisaient toute leur poterie, cachaient leurs enfants et enfermèrent les femmes enceintes de peur qu'elles ne se transforment en monstres dans l'obscurité. Puis, la population entière restait assise dans une noirceur absolue et terrifiante, attendant de voir si les prêtres au sommet d'une montagne parviendraient à allumer un nouveau feu dans la cavité thoracique d'une victime fraîchement sacrifiée. S'ils échouaient, c'était fini. Game over, univers. C'était le jour férié national le plus stressant qu'on puisse imaginer. Une fête obligatoire, parrainée par l'État, du type « Allons-nous tous mourir cette nuit ?» Voilà, c'était Thor les Aztèques. Mi-civilisation de génie, mi-délire fiévreux. Et maintenant, c'est à votre tour d'avouer quelle est la règle, la loi ou le rituel quotidien moderne tellement ridicule qu'on l'attribuerait à une société qui vénérait des dieux du maïs et jouait au foot version combat à mort? Sérieusement, dites-le en commentaire. Soyez précis, soyez féroces. Et si vous pensez que les moments les plus fous de l'histoire méritent leur propre arène, explosez ce like et abonnez-vous. On a encore plein de folies en réserve.